Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Samsung Galaxy A5 2016, donc le tout nouveau, alors qui est annoncé sur les boîtes A5 6. Donc c'est un petit peu bizarre qu'il l'ait mis un petit peu comme ça. Le Galaxy A5 2016 est un haut de gamme enfin un milieu de gamme, pardon, qui a des spécifications tout à fait correctes, surtout pour un haut de gamme occidental, j'ai envie de dire. Donc même face aux Chinois, il arrive à se défendre sur différents points qui sont quand même vraiment sympas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va regarder ça dans ce test. Alors il faut savoir que donc il y a eu déjà la gamme A5, enfin donc la gamme A5 de 2015 qui était correcte mais qui manquait un petit peu d'un bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui on peut le trouver à 350 euros à peu près. Et il a quand même vraiment pas mal d'arguments et il a quand même un rapport qualité-prix qui même pour un Samsung est tout à fait correct et presque justifié, j'ai envie de dire, face à d'autres milieux de gamme qui sont parfois un peu plus puissants mais perdent sur d'autres choses. Là, on a vraiment quelque chose qui se démarque vraiment sur certains points et là-dessus, bravo Samsung, ils ont réussi à se démarquer. Au niveau du design, on se retrouvera donc avec un design qui est tout à fait réussi. Alors malgré ça, malheureusement, on aura droit aux traces de doigts comme vous pouvez le voir, qui sont assez persistantes dû au fait que ce soit du verre. Première chose qu'il y a. On a un réel changement déjà par rapport à la gamme A5 de 2015, puisque avant on avait un dos, en fait tout le dos était en aluminium. Ici on est passé au verre comme le S6. Donc ce qui est quelque chose qui est plutôt sympa. Hop. Donc on peut voir donc c'est un terminal de 4.5, 5.2 pouces, donc par rapport au 4.7 du A3. Ce qui en fait en plus un smartphone assez compact. Si on regarde au niveau hop, du Oppo F1 qui fait 5 pouces et qui est vendu 230 euros contre 350, on se retrouve avec un téléphone qui a quasiment les mêmes dimensions en termes d'épaisseur, en termes de largeur et même en termes de hauteur. On est sur quelque chose de très similaire comme vous pouvez le voir. C'est assez énorme et ce qui fait que voilà, on a quand même une bonne optimisation de l'espace. Donc ça c'est déjà une première chose, hein, comme on peut le voir, là on peut pas le voir là, mais on peut le voir ici. Hop, on va revenir là où j'étais. Hop. Voilà, on peut voir déjà. Ici en fait on peut voir que les bords sont assez fins. On peut voir d'ailleurs que donc l'écran c'est du 2,5D. En fait, la dalle en verre va être légèrement courbée sur la fin. Donc quelque chose qui est vraiment bien fait. On a ici alors, premier défaut, on va faire quand même un tour du propriétaire. Donc, hop, on va reculer tout ça. Donc sur le téléphone, sur la tranche droite, nous avons droit au port ici, donc qui va servir de port SIM et port SD, qui est donc tout en longueur. Alors à mon avis, pour mettre la batterie vraiment, gagner un maximum de place. Ensuite, nous avons le bouton Power. On a ce côté un petit peu plus plat, en fait, sur ce côté-là, arrondi en haut et en bas, pour, à mon avis, une meilleure prise en main. Parce que arrondi, c'est vrai que c'est pas forcément de ce qu'il y a de mieux. Donc le mieux est effectivement de faire comme ça. Alors après à vérifier, mais c'est peut-être mieux arrondi en termes de sensation, mais je pense que pour mieux agripper, c'est comme ça en fait. C'est plus plat. Au-dessus, on n'a rien du tout. Alors, on a juste les antennes et le micro secondaire, mais par contre, on n'a pas de prise jack. Donc, on peut voir le micro secondaire et les antennes différentes ici. Donc, ils sont juste au-dessus. Ensuite, à gauche, nous avons droit au bouton volume plus et moins, qui sont complètement indépendants d'ailleurs, un peu à la Apple, comme on peut le voir. On va en dessous et là on a tout, donc un peu comme un iPhone, hein. Malheureusement, forcément la comparaison a été très facile par rapport à ça sur la 6 et c'est toujours le cas sur le A5, c'est qu'on a ici le port jack, prise micro USB et non USB type C, et ensuite le haut-parleur avec le micro qui permet donc de parler au téléphone, le micro primaire, avec les deux antennes de chaque côté afin de bien capter. Au dos, nous avons droit, hop, je fais un peu le ménage, nous avons droit au capteur, un capteur qui d'ailleurs ne ressort pas trop, il ressort très peu. Donc capteur 13 mégapixels, qui fait que voilà, il est plutôt bien dimensionné avec un flash sur le côté, donc flash, donc une seule LED. Par contre, il est un petit peu étrange, en fait, on a l'impression de voir un quadrillage à l'intérieur. C'est assez étrange. Ensuite, donc nous avons le logo Samsung. Et en fait, en bas, de façon très discrète, par contre, on peut voir le CE0168, blablabla, fait à Samsung, fait au Vietnam par Samsung. Petite chose sympa. À l'avant, nous avons bien évidemment les touches sensitives, comme on peut le voir. Hop. Alors, comme on peut le voir,
ici. Donc très discrète aussi, elle se voit quasiment pas en dehors de ça. Donc une façade où on a le capteur de proximité et le capteur de luminosité qu'on peut apercevoir ici. On a le capteur, donc le capteur, euh, l'appareil photo frontal et le haut-parleur devant qui ressort un petit peu d'ailleurs. Il n'est pas super bien intégré, je ne sais pas pourquoi il ressort un tout petit peu. Alors qu'il ressort, alors c'est peut-être une tolérance qui est assez large, normalement il est mieux intégré, mais là il ressort un petit peu, parce que là sur le A3 en tout cas, il est mieux intégré, quand on peut le voir. On peut voir d'ailleurs que c'est exactement la même chose entre les deux appareils, si ce n'est qu'il y en a un qui est plus seul que l'autre. Donc c'est la même chose en termes de façade. C'est juste pas la même couleur. Hop. Donc un design que je trouve très réussi, mieux que réussi que le S6. Qui était pourtant très réussi, mais je le trouve un peu plus sérieux en fait, parce qu'il est plus carré, il a des bords qui sont moins arrondis, ce qui lui donne un côté plus sérieux, plus travaillé je trouve, et lui donne un aspect vraiment haut de gamme. Je trouve vraiment qu'il fait haut de gamme, c'est-à-dire que vous me diriez que c'est un haut de gamme, au départ, je ne pourrais pas dire que c'est un milieu de gamme, c'est très difficile à voir. Le défaut qu'il y a en fait, c'est surtout ce bouton ici, donc c'est le bouton Home qui permet de réveiller l'appareil, qui fait un petit peu cheap parce que en fait, il bouge. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est pas fixe en fait. Il est pas du tout fixe. Ce qui fait que ça fait pas très très sérieux, je trouve. Là où par exemple, un Meizu arrive à faire comment dire, un capteur, enfin un bouton Home en fait, un bouton central qui ne bouge pas, tout comme Apple. Là, on sait pas pourquoi, mais d'ailleurs, ça le fait que sur un seul côté. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Qu'on retrouve aussi sur le A3 de façon moins prononcée, mais on sent quand même, en fait, on sent que c'est pas très bien ajusté, en fait. C'est un petit peu trop large. Ça le fait un petit peu moyen, en fait. Ça casse tout l'ensemble, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que par rapport à tout le reste, en fait, c'est ça qui fait un peu défaut, ça le fait moyen. Donc, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on pourra dire aussi, ce que j'aime plutôt bien, c'est que la jack est en bas avec la prise micro USB, c'est-à-dire que bon, pour ceux qui sont adeptes micro de batterie externe parce qu'ils utilisent énormément l'appareil, ben, vous avez tout d'un même côté, ce qui fait que vous pouvez le mettre comme ça. Aussi dans la poche, vous pouvez le mettre comme ça et le ressortir comme ça. Moi, je préfère cette position-là plutôt que ici. Après, c'est un choix personnel, mais perso, je préfère. Donc voilà, donc pas d'USB type C, mais apparemment Samsung a un petit peu du mal à vouloir l'adopter. Euh, c'est assez étrange. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est un design qui vraiment est très réussi, très peu de défauts en fait. C'est surtout ce bouton-là qui me gêne. Au-delà du fait qu'il fasse du bruit, en plus de ça, je le trouve assez dur à. Enfin, je trouve moins pratique après être passé sur un Meizu. On est sur quelque chose de beaucoup moins pratique en fait, je trouve. Alors que le Meizu avait quelque chose de vraiment très pratique à faire. Enfin, à utiliser, multifonction, etc. C'était super pratique et là on perd un petit peu l'intérêt et je trouve que je préfère en tout cas une touche sensitive ou une touche type à la Meizu plutôt que cette touche classique qui est moins bien faite, je trouve, que celle de Meizu qui est beaucoup plus travaillée, je trouve. Mais sinon, voilà, donc c'est un design où j'ai pas grand chose à dire. Après, donc c'est du verre, donc forcément ça prend les traces de doigts comme vous pouvez le voir, et ça prend aussi très rapidement aussi les rayures, alors tout comme l'aluminium d'ailleurs. Donc ce qu'il faudra faire, ce sera aussi de se munir en fait d'un film de protection afin de protéger le verre et malheureusement faire quand même avec les traces de doigts, ce qui fait qu'en fait on a un design qui est super bien comme ça, mais je mets un peu de doigts, hop, ça le fait beaucoup moins. C'est très con, mais voilà. Déjà qu'on a la façade qui prend les traces de doigts, on peut voir, mais alors le dos prend aussi assez cher et ça c'est un petit peu dommage en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop les dos en verre. C'est à la fois super bien, c'est super joli, mais alors derrière, qu'est-ce que ça prend cher en termes de traces de doigts, c'est impressionnant, surtout que moi je suis très mal placé au niveau des traces de doigts, puisque je suis parmi les pires qui doivent exister, en fait, parmi ceux qui me donnent le plus de fil à retordre, à ceux qui font les protections, en fait, enfin, ces systèmes, en fait, pour un anti-traces de doigts, où même moi, en fait, malheureusement, ils ne résistent pas du tout. Donc, mais sinon, voilà, c'est un design que je trouve vraiment réussi, et quasiment sans faute, à part le bouton Home, sur tout ça, en fait. Et sinon, c'est super bien fait, ça fait aspect haut de gamme. Couche, on se retrouve avec donc la surcouche classique de Samsung, TouchWiz, qui est aujourd'hui assez connue. Donc on est sur la version 5.1.1 d'Android. La 6.0 devrait, je pense, pas tarder. D'ailleurs, il y a quand même quelques correctifs qui sont sortis. Donc aujourd'hui, je suis sur la version
Alors la LMY47X A510F, donc la S2A PD1, pour ceux qui seraient intéressés à savoir sur quelle version je suis. En plus de ça, donc on a Nox qui, voilà, qui est fait pour les entreprises, qui sont un peu compliquées. On peut voir d'ailleurs au niveau des correctifs qu'on est du 2 avril, voilà. Donc ils mettent aussi à jour en termes de correctifs. Alors petite chose qu'on peut voir déjà, c'est que c'est très différent. Enfin, c'est un peu différent d'Android, c'est très retouché, mais ça reprend en fait essentiellement les bases en fait de TouchWiz depuis des années. Et on va le voir qu'il y a quand même une chose qui est très sympa parce que pour moi il y a quelque chose qui me dérange. Alors cette partie-là a été quand même pas mal modifiée avec le temps, mais il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. D'ailleurs, je vais me baisser un petit peu pour que ce soit un peu mieux à la caméra. Qui me dérange beaucoup, c'est ce vert flash dégueulasse, vert fluo là, qui vraiment est pas beau. Alors, ce qui est bien, c'est que Samsung a mis en place des thèmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un magasin de thèmes, donc comme les surcouches chinoises. Donc on a les exclusives pour les séries A, mais on en a plein d'autres. On en a tout plein. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi j'en ai trouvé un très bien, très joli. C'est Simple White. Donc je vais vous montrer. Et ce qui fait que donc voilà, ça va en fait changer toute l'interface complète, comme les versions chinoises, hein. Surtout comme MIUI, c'est l'exemple qui est le plus frappant, puisque là, regardez par exemple, bah là voilà, on a du blanc avec du bleu, hein, que je trouve beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à l'œil. On peut voir ce blanc, les icônes sont un petit peu pastel, en fait, un petit peu, c'est pas terne, hein, mais c'est un peu pastel, voilà. Ce qui fait que je trouve ça très joli, beaucoup plus léger en fait, et c'est assez agréable. Donc, ce qui fait que bien sûr, ça change l'ensemble des choses. Même, vous voyez, le téléphone, ça change vraiment tout en fait, et je trouve ça vraiment sympathique d'avoir quelque chose qui permette d'autant changer toutes ces petites choses. Alors, il faut savoir aussi que donc TouchWiz a été beaucoup allégé depuis le S6 déjà, quelque chose qui a été mis en marche. On a sur le 7 quelque chose qui est encore plus allégé que ce qu'on a là. Alors, il faut savoir que en gros, oui, donc en gros, en termes d'applications de base, avant on était blindé d'applications par Samsung. Aujourd'hui, on a cette grille-là, les applications Google et les applications Microsoft. Donc, il y a quand même un partenariat avec Microsoft pour toute la gamme Office et Skype. Donc, petite chose comme ça. Sinon, donc, on a bien sûr les fichiers, etc. On peut voir qu'ils ont mis donc Smart Manager qui va être une gestion en gros de la batterie. Donc, ça, c'est aussi très chinois. C'est très chinois ça, puisque les Chinois l'ont intégré déjà depuis il y a des années, et ils ont décidé aussi de faire leur propre, et tous les Occidentaux le font, hein, tout HTC, etc. Et donc on peut voir, on a ça, on a la gestion de la RAM aussi, alors quelque chose qui était mis déjà depuis longtemps. Alors il faut savoir que ça sert à rien de regarder la gestion de la RAM, ça se gère automatiquement, on s'en fout. La protection, on s'en fout aussi, les antivirus ça ne sert à rien, je tiens à le dire, à part si, voilà, si vous prenez ça n'importe où, les applications, etc., en dehors du Play Store, ça peut servir. Mais sinon, si vous faites pas de choses particulières, si vous installez pas n'importe quoi, si vous savez, si vous faites attention par rapport à ce que vous installez, vous en avez jamais besoin. On peut voir le stockage et ce qui est utilisé. Ensuite, donc on a bien sûr la galerie qui est classique. On a donc comme j'ai dit donc tout ce qui est Office. Ensuite, donc on a Explainer qui est toujours présent. Voilà. Mais après, on n'a pas beaucoup d'applications dehors de ça qui est... En fait, c'est surtout du Android retouché qu'on peut voir. On a quand même le store Galaxy Apps qui est présent, qui va permettre d'avoir des choses particulières. Alors, donc la Gear, donc c'est pas ça que je voulais, moi c'était ça. Après, vous avez d'autres applications qui sont prévues en fait pour les Galaxy, enfin les smartphones, les Samsung. Donc Kids Mode, en fait, c'est des choses qui pourraient être en soi complètement intégrées, mais qui ne le sont pas pour différentes raisons, surtout pour pas trop en mettre dans l'appareil. Donc ça, c'est des petites choses. Une dernière petite chose dans l'interface, c'est que quand on va vers la gauche, on a Flipboard, qui va permettre un petit peu comme Google Now d'avoir les news. Donc quelque chose qui peut être assez sympa, donc ce qui fait qu'en plus je trouve ça un peu plus clair Google Now, un peu plus travaillé, un peu plus design. Donc ça peut être plus pratique que par exemple ça peut être plus pratique que le fait d'avoir une application dédiée en fait. Ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment ce côté juste ce switch sur le côté, vous avez tout d'un coup.
Moi, j'aime bien, ça incite plus à regarder les news, alors que si j'avais, enfin, j'ai pas d'application, j'ai pas l'envie de regarder ça. Enfin, j'ai surtout Happy Geek, mais sinon, voilà, pour un petit peu tout, bah, je peux avoir ça, et comme vous pouvez voir, c'est tout con, mais il y a des effets plutôt sympas. En termes de fluidité, alors en termes de fluidité, c'est pas mal du tout, mais on n'est pas sur du 60 FPS. Alors je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on verra au niveau de l'autonomie, quelque chose qui fait partie de l'autonomie, parce qu'on n'est pas sur du 60, je dirais plus qu'on est sur du 45-50 FPS, qui permet d'alléger en termes de calcul. Ce qui fait que si on compare avec d'autres appareils, eh bien, on aura quelque chose qui sera moins fluide, ça se sent. Mais en soi, en fait, tant que c'est pas avec les, comment dire, les, tant qu'on le voit pas, en fait, enfin, tant qu'on compare pas, on le voit pas du tout. Donc c'est quelque chose, c'est tout bête, mais ça permet, je pense, d'économiser un petit peu d'énergie. On peut voir qu'on a quand même le NFC, on a Android Beam aussi. Donc petite chose à préciser aussi. On peut voir, en fait, au niveau des paramètres aussi, ça a été beaucoup retouché. On peut avoir en fait des paramètres rapides. Donc six petites choses, enfin plusieurs petites choses en fait qui peuvent être mis en avant afin de, voilà, si vous utilisez souvent, vous les avez en haut des paramètres. Donc on peut voir là, l'utilisation de données, son, affichage, thème, écran de verrouillage, mais on peut le modifier. On a même le mode d'emploi pour regarder, mais ça en renvoie vers une page internet. Et comme c'est un peu le même souci que l'Xiaomi, donc ce qui fait que, d'accord. Mais en gros, voilà, on a ce genre de petites choses. On a S-Finder hein, qui va permettre de chercher tout simplement plusieurs choses. Donc voilà, donc des contacts, des messages, des emails, fichiers, encore paramètres, un petit peu de tout en fait. Et connexion rapide qui va être donc mise à jour connexion rapide. On s'en fout. Ah non, je suis obligé de faire la mise à jour, d'accord. Alors, donc c'est j'aurais bien aimé ne pas le faire, mais Quick Connect, ça s'appelle Quick Connect. Euh, en fait, voilà, donc Quick Connect, ça va te permettre de se connecter à tout ce qui est en réseau dans votre maison. Voilà, ça peut pas aussi, c'est, je pense, comme Miracast, ce genre de choses. Euh, on peut voir que c'est quand même pas mal modifié. Après, donc, on verra sur la partie écran, mais on a Smart Stay qui peut être sympa, qui va permettre de voir en fait si vous regardez toujours l'écran ou non, et si vous le regardez plus, en fait, il va s'éteindre automatiquement. Quelque chose que j'avais pu tester, ça existe depuis très longtemps, je l'avais sur mon Galaxy Note 1, et c'est vrai que c'est assez pratique. Voilà. On a plusieurs modes d'affichage, on y reviendra sur la partie écran. Ensuite, on a mouvement et geste, donc Smart Alert, qui va donc, voilà, si on le prend en main, il va vibrer pour dire qu'on a des messages. Hop, muet. Donc, pour couper la sonnerie, voilà, pour couper la sonnerie, vous faites comme ça, et hop, ça va mettre en muet. Ou encore, on peut balayer comme ça, pour faire une capture. Alors, il faut faire comme ça maintenant. Il faut y arriver surtout. Voilà. Bon, après, sinon, vous avez la méthode classique pour les captures d'écran, c'est bouton power et home. Alors, classique chez Samsung, hein, parce que normalement, ces boutons power évoluent moins, mais ça fonctionne pas sur les Samsung. Ils ont décidé de faire leur propre truc. C'est moins pratique, c'est dommage. Ensuite, nous avons donc le mode simplifié. Oula. Ah oui, alors ça, j'en parlerai après de ce problème-là. Donc, on a mode standard ou mode simplifié. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir vraiment quelque chose où les apps vont être vraiment grosses. Hop. Ensuite, accessibilité. Est-ce qu'on a des choses? Alors, on peut avoir les vues, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir Voice Assistant, on va pouvoir écran atténué, donc garder l'écran éteint en toutes circonstances pour le respect de votre vie privée, et appuyer deux fois sur la touche marche pour activer ou désactiver cette fonction. Saisie clavier rapide, énoncé, voilà, on a des petites choses, étiquette vocale, fenêtre loupe, échelle de gris, donc couleur négative, réglage des couleurs, donc si vous êtes c'est en fait si vous êtes comment dire si vous avez des problèmes au niveau des couleurs donc ça c'est des petites choses sympas. Audition, notification par flash, donc si on n'entend pas, désactiver tous les sons, parce qu'en fait il faut savoir qu'en plus de ça, chose que je n'ai pas dit effectivement, c'est qu'on n'a pas de LED de notification, donc ce qui fait qu'on peut faire par contre une notification par flash, donc ça peut se rattraper autrement. On peut faire une balance audio gauche-droite, c'est-à-dire que si vous entendez moins d'une oreille que d'une autre, vous pouvez choisir ici. Ou si vous avez encore audio mono, vous pouvez choisir hein, pour qu'il y ait juste que ce soit en mono, donc ce qui fait que le son, le canal en fait, que ce soit d'un côté ou d'un autre de comment dire des écouteurs, en fait le son soit le même, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de côté stéréo. Ensuite, on a quoi d'autre? Dextérité et interaction, commutateur, donc contrôlez votre appareil avec des commutateurs personnalisés.
Je ne savais pas du tout. Sélectionnez les éléments 1. Vous pouvez définir la méthode d'interaction personnelle en connectant des acteurs externes, en appuyant sur l'écran ou en utilisant l'objectif avant pour détecter les mouvements de votre tête, l'ouverture de votre bouche ou le clignotement des yeux. C'est quand même pas mal. Contrôle par interaction. Donc, d'accord. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses. On peut avoir des accès directs à différentes choses aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc batterie. Alors batterie, on a la partie mode économie d'énergie et ultra économie d'énergie. On y reparlera quand on sera sur la partie autonomie. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu. Dernière petite chose que j'ai remarqué en fait sur cet appareil, c'est comme c'est assez fin. Donc vous pouvez voir, bon j'ai ici la peau qui peut toucher, mais en fait les premières fois en fait comme moi je l'utilisais à une main quand j'écrivais, je comprenais pas parce que par exemple j'avais en fait des soucis. Ah bah par exemple je le fais pas exprès, mais j'avais des soucis de toucher en fait, enfin c'est à dire que je swipe, donc ce qui fait que forcément bah, ça touche comme ça, et en fait il y avait un faux constat qui devait se faire avec ma main ou avec mon doigt en fait selon comment je tenais mon téléphone, et en fait ça faisait des faux contacts que je comprenais pas, en fait j'avais parfois le swipe en fait, vous savez en fait vous avez une ligne qui suit qui partait complètement n'importe comment parce qu'il sentait un autre doigt, ce qui fait qu'il n'y a pas cette fonction par contre qui gère en fait les faux contacts des vrais. Ça c'est un petit peu dommage. Dernière chose dont je n'ai pas parlé, j'ai complètement zappé qu'il y avait ça. D'ailleurs, j'ai déjà accepté, oh. Alors, mais en gros, on a S-Elf qui va permettre de gérer si on fait une course, balade à vélo, enfin voilà. Tout simplement la partie en fait santé. Donc ce qui fait qu'on peut compter nos pas directement avec l'appareil, ce genre de choses. Et on peut gérer plusieurs éléments. Donc voilà, on peut, selon ce qu'on veut, caféine, eau, on peut gérer ce qu'on mange. Et les objectifs et les programmes de la journée, ces genres de choses. Donc c'est assez complet. Et donc ce qui fait que, par exemple, voilà, je mets 19 verres, donc sachant qu'ils sont 1, voilà, donc consommation de verre d'eau, 8, voilà. C'est ce genre de choses. Tac. Donc voilà, c'est une surcouche qui s'est quand même vraiment beaucoup allégée, qui reste quand même malgré ça très complète. Elle reste assez fluide, il y a quelques petites accroches, mais on est sur quelque chose de très correct. Reste à voir en termes d'autonomie ce qui va... Enfin, autonomie. En termes de suivi, ce que ça va donner. Il y a quand même des correctifs, mais à voir quand est-ce que va sortir. 5 points, enfin 6.0. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt joli. Ce qui est surtout à changer, c'est le thème, pour trouver un thème qui vous intéresse, pour avoir quelque chose de plus joli, parce que bah, y a quand même des choses de base, en fait, au niveau des couleurs qui sont pas forcément de bon goût, mais derrière, il y a des thèmes, notamment pour la série Galaxy A, qui sont plutôt réussis et qui devraient pour vous plaire. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran qui est donc un écran de 5,2 pouces AMOLED, donc typiquement de chez Samsung. Hop là. L'écran lui-même, donc c'est un écran qui est Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Donc c'est un écran que je trouve vraiment pas mal. Alors on est sur de la molette, ce qui fait que quand vous voyez de face, on va voir quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais dès qu'on va s'incliner un peu, on aura un petit changement de couleur. Donc qui peut être assez léger, mais ça peut sentir. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un espèce de blanc-gris, et quand on va aller un petit peu sur le côté, ça va être un petit peu bleui. Donc c'est juste ça, et ça peut être selon les dalles, selon la qualité des dalles, en fait, enfin, selon d'où ça sort, ça peut être plus verdâtre ou jaune. On peut noter vraiment qu'il y a deux sortes. C'est soit quelque chose qui va plus vers les jaunes, soit plus vers le bleu. Ce que j'ai remarqué sur tous les Samsung que j'ai eu selon les retours. Donc un écran qui de plus, donc il peut aller très très bas en termes de luminosité, comme très haut. Donc là normalement autour vous n'avez plus rien parce que vous êtes, comme vous pouvez voir, voilà, là c'est au maximum. Donc au niveau luminosité minimum et maximum c'est pas mal du tout, sachant qu'en plus la MOLED, comment dire, par rapport à l'IPS, donc les dalles classiques qu'on a sur tous les autres appareils, ça réfléchit beaucoup mieux le soleil, enfin ça l'absorbe mieux je dirais. Ce qui fait qu'au soleil on aura beaucoup moins de mal à lire de la MOLED que à lire sur de l'IPS. Donc ça c'est quelque chose qui est assez positif. Après, alors petite chose à savoir, alors déjà, on a une petite chose, on a Smart Stay dont j'ai parlé dans la surcouche qui permet en fait, si vous regardez l'écran, si vous le regardez plus, en fait c'est à peu près toutes les 30 secondes je crois, où en fait il va détecter, donc il va mettre une petite chose ici, disant je regarde, est-ce que tu es en train de regarder? Si vous regardez plus, en fait il va s'éteindre automatiquement. Donc c'est une fonction qui est plutôt sympa, ça permet de plus faire attention en gros, et si voilà, si vous voulez le poser, voilà, vous faites pas chier. Après c'est une petite chose...
Voilà, quoi. Après, c'est à voir si vraiment c'est utile ou non. Euh, En mode d'écran, vous en avez 4. Donc vous avez l'affichage adaptatif. Donc il va s'adapter en fait selon les comment dire. Alors c'est pas compatible avec les applications tierces, mais par contre ça va s'adapter selon la luminosité ambiante de la pièce. Donc avoir quelque chose de plus contrasté par exemple ou quelque chose beaucoup plus vif au soleil pour que vous ayez une meilleure couleur, que vous voyez mieux. Hop, ça se dégage. Ensuite, vous avez, en fait, donc c'est en général c'est le plus, comment dire, c'est du cinéma AMOLED, un petit peu moins comme on peut voir. Là, ça dépend, mais en gros, voilà, ça s'adapte en fait selon la luminosité. Ensuite, ce qu'il y a, on a aussi le cinéma AMOLED, donc qui est c'est censé être en mettre plein les mirettes, c'est-à-dire que en termes de colorimétrie, on sera sur quelque chose qui est très loin de la réalité. On est sur quelque chose qui va faire plaisir aux rétines, donc en gros, ça va être très saturé en termes de couleurs. Si vous regardez bien, en fait, en termes de couleurs, on a le basique qui se rapproche le plus de la réalité. Donc on peut voir, donc il y a une sacrée différence. Alors après, moi je préfère le photo AMOLED, hein, qui est donc pas parfait au niveau des couleurs. Autant en basique, on a quelque chose qui est très proche, puisqu'on a un delta de 3, je crois, selon les numériques. Photo AMOLED, c'est un peu plus. Mais je préfère ce rendu parce qu'en basique, je trouve ça trop terne. C'est un peu le souci des AMOLED, c'est que quand on veut avoir un écran comment dire, qui se rapproche de la réalité, on aura quelque chose qui est très terne. Et au niveau des blancs, on sera sur quelque chose qui est beaucoup plus vers le jaune. Alors quelque chose qui est plus reposant pour les yeux, mais qui sera un peu moins neutre, j'ai envie de dire, que du vrai blanc, qui est en général plus froid. Quand on aime bien le vrai blanc, pour nous, c'est plus froid que la réalité, enfin que ce qui est vu en fait, qui est aux alentours des 6500K. Donc ce qui fait que moi je préfère le photo. Après voilà, si vous voulez quelque chose, voilà, on peut voir le blanc, hein. En cinéma, on a un blanc qui est quand même assez vraiment pas mal, et en photo, on a quelque chose de beaucoup plus jaune euh, et moins aussi. Ben, on sent que c'est un peu moins lumineux parce qu'en fait, la différence avec l'IPS, c'est que là, c'est les pixels qui font la lumière. Donc un écran que je trouve pas mal du tout, donc avec cette petite option qui permet de changer selon ou adaptatif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, un écran qui est plutôt bien en termes voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, non, il n'y a pas de grand-chose à dire. C'est une très bonne dalle. Pour du milieu de gamme, Samsung a vraiment fait une très très belle chose. C'est pas exactement la même chose sur le A3, je l'ai mis en comparatif. Mais là, c'est vraiment voilà, une excellente dalle. Au niveau du son, tout d'abord, petit changement, j'en profite sur cette vidéo pour ceux qui me suivent très régulièrement. Je vais passer à celle de la Xiaomi à 40$, qui a un meilleur son, qui va permettre un peu de mieux voir en fait les différences. Donc on passe tout de suite au niveau du son. Alors avant de lancer une musique, pour le son, en fait, on a des choses qui sont assez intéressantes. Alors en soi, la jack de base n'est pas extraordinaire. Sound Live est pas. Enfin, les effets surround en termes de. Comment dire, sur les casques et tout, j'ai jamais trouvé que c'était intéressant. Ampli à lampe est plutôt sympa quand on est sur une enceinte, justement. À savoir que tous ces modes-là, d'ailleurs, fonctionnent en Bluetooth. Donc vous avez Sound Live, ampli à lampe et Adapt Sound. Quelque chose qui est très intéressant. Puisque, alors, on va réessayer. On va essayer de faire quelque chose rapidement pour vous expliquer. Alors le but en fait d'Adapter, donc ça marche aussi en Bluetooth, ça va être en fait d'améliorer le son et je trouve que ça c'est quelque chose qui est vraiment bien, qui rattrape. Alors je regarde, hein. En fait, si vous regardez bien, en fait il y a des sons. Alors là on les entend pas, ils sortent pas, donc c'est pas adapté vraiment pour ça, mais c'est plus adapté pour les intras où ça s'entendra plutôt bien. Mais par exemple, vous voyez, en fait, donc on peut voir en fait comment on va entendre certaines fréquences. Donc ça va être des petits bips, un peu, vous savez, comme ce qu'on connaît pour tester en fait l'ouïe, pour savoir qu'est-ce que vous entendez comme fréquence. Et bien là, c'est exactement ce à quoi ça sert, et ça permet de voir en fait ce que vous entendez. Donc là, bon, je fais ça complètement arbitrairement, et en fait, donc on peut voir donc à gauche comment on entend, et à droite comment on entend. Donc je vais faire ça au hasard, blablabla. Hop, on va faire ça, oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute quel est le côté fréquemment utilisé? Donc par exemple pour les appels, ou est-ce qu'on parle plus à droite, des choses comme ça. Donc moi par exemple c'est à droite. Et ce qui fait qu'en fait, AdaptSound va essayer, en fait, va rehausser certaines fréquences que vous entendez moins, et qui va permettre en fait d'avoir un meilleur son. Donc par exemple là je suis vraiment un vieux, etc. Donc ça va permettre de les rehausser pour avoir quelque chose qui soit bien meilleur. J'ai trouvé que c'était plutôt efficace.
ça rehausse plutôt bien. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut faire ça. Alors, c'est vraiment, déjà, il faut le faire sur un casque précis, c'est-à-dire que, en gros, ça va servir surtout pour, voilà, si vous passez d'un casque à l'autre avec un rendu très différent, le son va pas du tout être le même. Le but est d'avoir quelque chose de personnalisé, et donc quand vous le personnalisez, c'est avec un type de casque ou d'écouteur. Enfin, pas un type, c'est un casque ou un écouteur surtout. Parce que si vous changez, forcément, vous n'avez plus le même rendu, et donc les fréquences changent. Et donc le fait que il faut le refaire, donc c'est un peu chiant. Donc c'est vraiment, par contre, c'est la petite chose à savoir. Hop, oh oui. Alors, je sais pas si ça va s'entendre. Ça s'entend pas trop pour l'instant comme ça. Parce que ça, c'est le problème. C'est vraiment fait pour les intras. Et en gros, ça rehausse les fréquences. On aura quelque chose qui sera plus clair. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qui fait que ça permet de rehausser un peu la jack. Alors, on va sortir de là. Ça permet de rehausser la jack et donc d'avoir quelque chose qui est un peu plus sympa. Alors par contre, on va le désactiver parce que là, ça va servir à rien. Ça va juste avoir quelque chose d'un petit peu dégueulasse au vu de ce que j'ai fait. Mais en gros, voilà. Ça permet d'avoir un meilleur son, quelque chose d'un peu plus clair, des fréquences qu'on entend moins bien. Bah là, ça va mieux ressortir. Au niveau du son lui-même, donc comme j'ai dit, c'est correct. Voilà, c'est vraiment AdaptaSound qui va permettre d'avoir quelque chose qui est vraiment sympa et qui va permettre vraiment de profiter de la jack de façon très correcte. C'est pas au niveau des hauts de gamme ou de ce qu'on peut voir avec des choses dédiées, mais ça se défend plutôt bien quand on active ça. C'est vraiment ça qui va faire la différence par rapport à d'autres jacks où on pourra juste avoir un égaliseur qui n'est pas forcément très bien foutu. Si on regarde en haut-parleur, alors là par contre, forcément, on est sur du haut-parleur. Mais là, du petit haut-parleur. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment très moyen. Ça va vraiment servir pour les notifications. C'est pas fait pour écouter la musique comme on entend. On n'entend pas grand-chose en termes de fréquence. Donc là, en plus, on est sur quelque chose qui est très dynamique. Si je compare, par exemple, avec mon mien, avec le dos complètement éclaté. Hop, musique. Si je regarde... Donc on va voir que... Alors je de tête comme ça. Alors là oui forcément. Ça c'est pas la vraie jack. C'est là. Donc là voilà. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc c'est très basique. On n'est pas du tout sur quelque chose qui va vouloir se démarquer sur l'haut-parleur. Parce que c'est pas le but. Donc ce qui fait que c'est vraiment la jack voilà, qui est correcte et qui se démarque vraiment par ce côté-là. En termes de photos, donc alors petite nouveauté que je vais mettre en place d'ici peu, enfin maintenant. Donc vous allez pouvoir voir dans la description, donc la description de la vidéo. Il va y avoir donc un album sur... Alors par contre c'est Google Photos, donc comme c'est du 13 mégapixels, normalement c'est pas compressé. Et ce qui va permettre de voir en fait les clichés que j'ai pris de différentes choses. Donc j'ai sans vérifier, donc là par exemple il y a un petit peu de flou, je l'ai peut-être pris un petit peu à l'arrache celle-ci, ou peut-être un petit peu près, j'ai pas fait gaffe. Donc forcément j'en profite à mon taf. Il fait vraiment des très bonnes photos, je trouve. Elles sont colorées. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a un... Donc là, c'est du 13 mégapixels. On a un... Comment? Un... AOIS. Un stabilisateur optique. Donc un vrai stabilisateur. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de plus sympa. Donc on peut voir qu'en termes de détails, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Sachant que là, je prends vraiment des photos. Mais vraiment... voilà, je prends mon temps. Je vais essayer de prendre en termes de... Comment dire? En termes de modèle, ça va être ça. Donc on peut voir au niveau des détails, on a quand même... Voilà, là on zoome vraiment à mort sur la photo. On a quand même pas mal de détails. Tac, si on voit par exemple ici, on peut voir quand même... On peut distinguer les différentes parties de la peluche. Donc ce qui fait que voilà, ça a rendu plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre après comme photo? Voilà, donc ce que je vais faire... hop, alors ce que je vais faire d'abord... Ne pas tout mélanger, hein, je vais montrer les différents modes. Donc là il est en mode auto. Alors il faut savoir que donc en haut, donc on peut choisir. Donc là en plus j'étais en 8 mégapixels sur les dernières photos. À savoir, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai changé. On a le flash. Alors le flash, si on le force. Donc un flash qui est très blanc, comme on peut voir. Il est très blanc et très puissant en plus de ça. C'est géré d'ailleurs, c'est bien géré. Donc ça c'est
c'est pas mal du tout. Donc ensuite, on a un timer, bon, d'accord. Et on a la possibilité de prendre juste 3 d'effets, par contre. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc postérioriser, des petites choses comme ça. Par contre, c'est très pauvre en termes d'effets. Au niveau des modes, donc on a le auto, on a le mode pro. Donc qui va permettre, alors, mode pro assez léger. Donc on va pouvoir gérer les blancs, on va pouvoir gérer les ISO. Donc voilà, et on va pouvoir gérer en fait le style. Donc ça va permettre de parfois de faire sortir un peu des trucs vintage ou quoi, mais selon en fait la luminosité. On a la possibilité de faire des panoramas, quelque chose de classique, rafale, HDR, nuit, et on peut en télécharger d'autres. Donc on en a même des payants. Donc sport, body, GIF, selfie en fait, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un selfie, on va pouvoir s'intégrer. Donc avoir le son avec la photo. Donc en payant, on n'en a pas. Donc voilà pour l'instant ce qu'il y a. Donc ça veut dire que, en tout cas, au vu de ce qu'ils mettent, c'est-à-dire que normalement il y en aura d'autres peut-être qui vont apparaître. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la caméra à l'avant, pareil, c'est plutôt pas mal. Ça se démerde bien. Alors là par contre, hop. Donc ça se démerde bien. On a alors, hop. Donc là par contre, ça fait un peu comme les Motorola. C'est-à-dire que on peut appuyer n'importe où. Oui, j'aime bien faire le con. Donc, ce qui fait que, comme j'ai dit, de toute façon, toutes ces photos-là aussi, elles vont aller dans l'album. Toutes celles que j'ai prises, en fait, ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus clair en termes de photos, au lieu de l'avoir que sur l'écran du téléphone en question. Mais en tout cas, je trouve voilà, que les photos sont plutôt pas mal. Bon, là, on est sur quelque chose... voilà, c'est pas très bien éclairé chez moi, forcément. Donc, voilà, pourquoi je quitte. Ensuite, en termes de vidéo... Donc, en termes de vidéo, donc déjà, on peut voir que on peut faire de la vidéo, qui est assez stable d'ailleurs. Et on peut faire des photos pendant la vidéo, quelque chose d'assez... voilà. On peut voir que c'est quand même la stabilisation numérique qui est assez vraiment pas mal. Hop. On va faire directement comme ça. Donc ce qui fait que voilà, comme ça vous aurez tout directement en album. Et vous pourrez voir un petit peu ce que ça vaut. Normalement, bah, on va faire comme ça aussi. Donc là, on sent vraiment qu'on est sur de la stabilisation optique, la réelle stabilisation. Voilà, c'est petite chose. Hop. Voilà. Alors après, est-ce que j'en avais fait d'autres des vidéos? J'ai dû en faire d'autres, mais j'ai plus en tête. Ça fait un petit peu de temps. Euh, Alors, album. Hop, on va faire donc appareil photo. Vidéo, non, même pas. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu faire? Oula, j'avais des cheveux. Oula là. Donc, voilà. Je vais uploader en fait tout ce que vous avez là. Enfin, pas tous, mais celles intéressantes. Là où j'avais de la barre, par exemple. Voilà. Là où je me fais chier, en fait, un peu. Donc ce qui fait que voilà, vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà en termes de photos, en tout cas je trouve que les photos sont plutôt pas mal, elles sont bien réussies, elles sont de très bonne qualité, et d'après les certains comparatifs, ils se démerdent presque mieux que le Huawei P9. Donc ce qui est quand même, c'est-à-dire quand même qu'il a un certain standing quand même. Ce qui fait que voilà, si vous voulez un téléphone pas trop cher qui fait des bonnes photos avec ce côté-là, ce côté premium, déjà, c'est déjà pas mal de choses, surtout chez Samsung qui a su vraiment s'améliorer en termes de milieu de gamme. Donc même la photo est réellement vraiment bonne. En termes d'autonomie, alors là on est sur quelque chose d'assez impressionnant, donc sachant qu'on est sur un octo-cœur Cortex A53 de chez Samsung, le 7580, donc on y reviendra après sur les benchmarks, qu'on a une batterie de 2900 mAh, un écran Super AMOLED 1080p 5.2 pouces, on pourrait s'attendre à quelque chose de correct. Eh bien, il faut s'attendre en plus sur du milieu de gamme, ce qui fait que c'est pas forcément extraordinaire. Là, on est sur donc une autonomie. Alors, avec mon utilisation, donc avec du Facebook, du Twitter, du Telegram, du YouTube, etc., 8h40, il me restait 15%. 8h40, écran allumé. Ce qui fait que c'est tout bonnement énorme, hein. C'est un excellent score, surtout avec une batterie de 2900, même pas 3000, 2900. Pour comparaison, par exemple, c'est mieux que le Mate 8 et c'est mieux que le Meizu Pro 5. Ce qui en fait vraiment un excellent smartphone, c'est même mieux que enfin c'est aussi bien que le Redmi 3. Alors après j'ai mis en place aussi, il y a plein de nouveautés à partir de ce test. J'ai mis en place aussi un autre test, il faut juste que je retrouve
Alors, où est-ce que je l'ai mis par contre? Alors, par contre, il faut juste que je retrouve ça en fait. Parce que donc je fais un score maintenant, donc c'est pas ça. Je vais faire un score avec YouTube. Et ça se trouve, j'ai oublié de prendre les photos. Ah non, c'est là. Donc, en vidéo YouTube, donc vidéo en maximum voilà, donc c'est du 1080p avec le comment dire la luminosité à 100%, pas de son parce que c'était au boulot, donc faut mieux pas mettre le son. Donc je vais mettre en place ce protocole en fait, donc la résolution au maximum possible sur le téléphone, la luminosité à 100%. Est-ce que je vais appeler ça en fait l'autonomie, le potentiel d'autonomie, donc c'est-à-dire vraiment avec la luminosité max, donc vraiment il y a quand même un certain équilibre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autonomie? Donc vraiment, c'est-à-dire que ce qu'on peut projeter par rapport à ce que vous pouvez voir ailleurs, ça va être quelque chose de plus neutre en fait vu que ça va être YouTube. Alors, on peut voir qu'il reste 14% sur cet écran et je fais 7h24, sachant qu'il reste encore 15%. Donc je vous laisse calculer le reste. Donc c'est un très bon score. C'est vraiment 7h24 pour les finir sur YouTube. Donc en Wi-Fi, je précise aussi. C'est un très très bon score. Sachant qu'en plus de ça, vous avez tout ce que j'ai derrière, c'est-à-dire les notifications Facebook, Telegram. Sachant que j'ai énormément de notifications Telegram. Twitter, YouTube qui tournent derrière aussi, etc. Donc au niveau des commentaires. Ce qui fait que ça en fait un excellent score et donc qu'il est extrêmement durant. À savoir, une petite chose, je reviendrai sur le test, c'est que le Galaxy A3, sur le test YouTube, il fait la même chose, mais par contre en utilisation réelle, donc Facebook, etc., il tient moins. J'y reviendrai à ce moment-là sur son test. Et par exemple, si je compare au Oppo F1, le Oppo F1, lui, avait fait un score beaucoup moins bien, mais il est plus allumé. Il avait fait un score de 5 heures. J'avais pas pu prendre l'écran, mais il allait faire un score de... Donc ce qui fait qu'il a 50% de plus, par exemple, que l'Oppo, qui a une batterie de 2500 mAh et un Snapdragon 616, avec un écran HD seulement. Donc ce qui en fait vraiment un excellent score, donc il est très endurant. Donc là-dessus aussi, c'est un excellent point. Au niveau des benchmarks, donc là on se retrouve avec un Exynos 7580, donc la version milieu de gamme des processeurs. Donc c'est vraiment un processeur propriétaire. Donc il faut savoir qu'au niveau des sources c'est fermé, donc au niveau de la communauté ça risque d'être compliqué. Donc c'est un octo-cœur donc qui va à 1,6 GHz. Donc on n'est pas sur ce côté un peu Big Little, c'est-à-dire Big Little, ça va séparer en deux groupes de cœurs. Donc ce qu'on a souvent sur le haut de gamme, donc on peut voir avec le Snapdragon 810, 808, les Exynos 60, les tout derniers sur le 6 et le S7. Là on va être sur quelque chose, un 8 cœurs, un vrai 8 cœurs comme les Mediatek. Donc on est sur du 8 cœurs 1,6 GHz, donc du Cortex A53, donc économie d'énergie. Euh, et donc, ce qui fait qu'en termes de score, on se retrouve avec un score de 719 en simple cœur et 3600 points en multicœur. Ce qui fait que... Alors, est-ce qu'on va voir, maintenant qu'ils ont mis à jour tout ça, est-ce qu'on va avoir du Mediatek? Non, on n'a pas de Mediatek, c'est dommage. Ce qui fait que, face par exemple au MT6753, donc il est le concurrent principal, parce que en gros, avec la puce graphique, j'y parlerai sur GFX. En fait, alors à quoi comparer vraiment ce petit processeur? Donc on peut le comparer, donc si on regarde par exemple au côté haut de gamme, on se retrouve juste en dessous du S810, au-dessus du Nvidia Tegra K1 en 2 cœurs, au-dessus du S805, mais après ça reste du 8 cœurs, là où on est surtout sur du 4 cœurs, 2 cœurs, là 8 cœurs, mais un mauvais 8 cœurs. Si on compare hop, donc à du... alors là c'est un peu particulier. Si on compare, voilà. Si on compare au MT6753, on se retrouve avec un score qui est de 625. Alors hop, on revient ici. 625 et 2928. Là, on est sur à 3611. Donc, ça fait que c'est bien meilleur. Alors après, on a le Helio X10. Alors le MT, on peut voir. Alors, hop, justement, comme on l'a là, on va essayer de revenir. On a le MT... Hop, ah bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? On a le MT6752, qui est une version plus performante. Euh, donc après, qui est, je sais pas, c'est un peu particulier entre le 53 et 52, parce que le 52 est plus puissant, mais il a pas toutes les bandes, et le 53 est moins puissant, mais il a toutes les bandes 4G. Alors après, ça dépend, mais il est plus économie d'énergie que puissance. Ce qui fait que, côté puissance, par contre, bah voilà, le MT6752, je vais y arriver, il a un score de 852 points, donc mieux, et en multicore, 4389.
Pour le Snapdragon 615-616, on est aux alentours de 600-700 points en multicœur, donc single cœur, donc comme ici. Par contre, on est sur un score qui est similaire au MT6753 avec à peu près 3000 points. On pouvait voir ça avec par exemple l'Oppo F1 qui fait à peu près ce score. Ensuite, face au Helio X10 qui lui fait 900 points et 4500-4800 points, forcément, lui est meilleur, mais il est aussi plus cadencé. Ce qui fait que c'est un très bon score et il se démerde plutôt bien en termes de multitâche, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, même en utilisation, c'est vraiment très correct. Pour GFX Bench, donc, on va comparer justement, alors si on compare au Meizu M2 Note, par exemple, alors il faut savoir qu'en gros, par rapport au MT6753 qui est vraiment pour moi son concurrent direct. Il a la même puce graphique, donc c'est-à-dire le Mali T720 MP3. Donc on peut voir normalement, donc on peut voir exactement. Donc on est sur 5.1, 1080p, 2 Go de RAM, on a 16 Go de ROM, et on n'a pas le nombre de cœurs, hein, d'accord. Donc c'est bien gentil. Donc on a un Mali T720 qui est un milieu de gamme de chez ARM pour la partie graphique. Donc qui est en dessous du Mali T760. Donc enfin, voilà, en 8 cœurs, il est sur du 3 cœurs, donc le version MP3 à 450 MHz. Donc ce qui fait que ça va être très similaire de ce point de vue-là. Donc on peut voir que là, donc à chaque fois, en fait, il fait un petit peu mieux. Donc il est un petit peu mieux optimisé, peut-être des drivers plus récents. Après, on a quand même une différence de prix aussi, mais voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 300 frames. Voilà, donc on est sur quelque chose de légèrement mieux à chaque fois. Et la qualité des drivers sont similaires. Donc après, c'est peut-être aussi la version Android qui peut jouer. Ensuite, si on regarde, hop, on revient en arrière. On peut regarder face au, par exemple, euh, on va regarder face au Huawei G8, qui est assez, en termes de prix, qui est assez... Hop, on s'en fout. Le Huawei G8, hop. Donc avec le Snapdragon 616, donc les Snapdragon sont un petit peu meilleurs graphiquement. Donc là on peut voir que c'est environ 20% de mieux. T-Rex là c'est très limité. Donc après on peut voir selon les benches là. Donc ça, en général c'est surtout Snapdragon qui est très bon sur ces petits benches. Après le comportement, ça dépend de la qualité des drivers. Et on peut tester aussi face, hop, par exemple au... je vais arriver. Au Helio X10, donc on va prendre le Redmi Note, Redmi Note 3. Alors, par contre, je sais pas lequel c'est. Alors non, celle-là c'est. Alors, on va regarder vite fait face au Snapdragon 650 qui est sorti il y a pas longtemps. Donc là, on peut voir que c'est largement mieux, x2, x3, voilà. Donc là, par contre, c'est beaucoup mieux. Si on regarde par rapport au Redmi Note 2 Prime, bon allez, on va prendre le normal, c'est quand même mieux. Donc là, on est quand même, voilà, la puce, donc le ROG G6200 de chez PowerVR est quand même largement puissante, 66%, 80%, 62%, qui est déjà en dessous du Snapdragon 801, mais chauffe moins par contre. Ce qui fait que ça maintient mieux au niveau des fréquences. Mais voilà, on peut voir que c'est 60% de mieux, et même Snapdragon 801, on va regarder ça. Hop, donc on va prendre le Oppo Find, je sors que des trucs un peu chelous pour certains. Alors, le Oppo Find 7, 7A, voilà. Donc là, face au Snapdragon 800 et sa puce, la Adreno 330, on peut voir que là, c'est x2,47, x2,52, x2, 100%, etc. Donc c'est largement mieux, la puce est largement puissante. Donc ça va pas être une puce qui va être faite pour les graphismes, hein. C'est clairement, là il faut bien comprendre qu'on est sur quelque chose qui est plus orienté économie d'énergie. Après, ça fait tourner les jeux, mais pas aussi bien que voilà, un haut de gamme ou même un milieu de gamme un peu plus corsé. Gaming, donc là on peut voir sur Unkilled. Alors, ce qui est chiant sur celui-là, c'est qu'on est toujours obligé de se taper l'intro. Donc on peut voir déjà, alors c'est pas ultra fluide, parce que ça utilise tous les derniers trucs, donc ça qui est assez important. C'est pas ultra fluide, mais c'est correct, c'est mieux que les Snapdragon qui galéraient un peu plus. Donc c'est ça après, c'est que forcément après on est sur quelque chose. Alors on va voir surtout là avec l'apparition des zombies. On va voir quand on va tirer. Donc là, ce qui est bien en fait en général avec les Mali, c'est que c'est super fiable. En termes de graphisme, c'est rarement mis en défaut. En général, ils sont moins puissants que les Snapdragon, mais ça chauffe moins et en jeu, ça tient mieux. Après, ça reste quand même beaucoup moins bien que le Mali T660, 760,
qui est utilisé sur le MT6752 par exemple, ou sur le S6, qui est un excellent processeur graphique. Que ça vaut sur un jeu type Riptide. Voilà, ça va être un peu plus chaud à jouer juste derrière la caméra, vu que j'essaie de la rapprocher pas mal. Bon, on n'aura pas trop le son. Donc là, hop. On peut voir, alors, il y a quelques petites choses, dès qu'il y a un petit peu trop d'effets, type... hop, on peut voir les vagues et tout, on sent que c'est un petit peu de... parfois un petit peu de mal, c'est très léger, faut vraiment avoir l'œil, hein, faut vraiment avoir l'habitude du 60 FPS. Sinon le jeu est fluide, donc ça c'est plutôt bien, hein, comme on a vu il n'est pas extrêmement puissant, mais néanmoins il tient tout à fait la cadence. On va essayer un peu de boost. Là par exemple, là il a eu un peu de mal, là je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais on peut voir que... ah, il y a des grosses baisses d'un coup, dès qu'il y a quelques effets. Donc c'est pour ça en fait, c'est la grosse différence avec le... je pense avec le Malik T760, c'est qu'il y a beaucoup d'effets, enfin de cœur en moins pour la gestion des effets. Ce qui fait que ça joue beaucoup, bah, par exemple sur ce type d'effet, en fait, là où le Malik T760 peut largement les gérer, là où c'est plus limité. Donc forcément, bah, ça cause ce petit souci-là. Hop. Mais bon, comme vous pouvez voir, c'est jouable, hein. C'est juste à certains moments où ça va être... il y a des grosses baisses. Et là, vous pouvez voir, c'est super fluide. Donc c'est pas parfait. De toute façon, comme c'était prévu, c'est pas parfait. C'est pas fait pour être parfait. C'est pas fait forcément pour des gros jeux. Voilà, là, dès qu'il y a des effets, tout qui se pète un câble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. On va tester un dernier jeu. Au niveau de la chauffe, on va continuer un petit peu. Au niveau de la chauffe, c'est assez léger. Après, c'est du verre. Donc le problème, c'est que ça... comment dire, ça dissipe mal. C'est un peu ça le souci. Après, on peut voir au niveau de la chauffe, c'est assez... ça dissipe mal. Là, ça a l'air d'être assez... on va dire qu'au niveau de la chauffe, voilà, c'est un peu toute cette zone-là. Donc, ils ont dû mettre une zone thermique tout ici pour essayer d'à peu près dissiper la chaleur. Après, le Malik T720 en soi n'est pas... comme c'est pas une foudre, c'est pas fait du tout. C'est plus fait vraiment pour du milieu de gamme, côté un peu plus économie d'énergie, plus que graphisme à fond. Donc, ce qui fait que la chauffe est quand même modérée. Donc là, on est sur Sniper Fury qui demande pas mal de ressources. On peut voir que ça se démerde un petit peu, c'est pas super fluide, hein. Bon après les Gameloft c'est jamais parfait. Mais on peut voir que ça se démerde plutôt bien, hein. Ça arrive à être plutôt fluide, ça suit plutôt bien. Là où par exemple, bah, comme j'avais vu sur la tablette, ça pouvait être assez immonde. Enfin, pas vraiment utilisable. Là on est sur quelque chose de plutôt pas mal. On voit que ça suit plutôt bien, donc c'est bien optimisé. Donc après voilà, ça dépend des jeux, ça dépend s'ils sont optimisés ou non. Donc là on peut voir, ça fonctionne bien, donc c'est pas mal du tout. Pensée de ce Samsung Galaxy A5 version 2016, eh bien je trouve que c'est une totale réussite. Alors c'est le premier Samsung que je reprends depuis des années, puisque le dernier c'était le Note 3 que j'ai troqué pour mon Redmi Note. Et j'ai pu prendre le S7, j'ai pu prendre quand même le S6 en main et même le S5. J'ai pu quand même, voilà, je me suis quand même intéressé, mais j'ai jamais pu avoir une réelle utilisation. Ce que je vois en tout cas par rapport à mon Note 3, c'est qu'il y a une réelle grosse évolution de la surcouche, puisque maintenant elle était vraiment énormément allégée. Il y a encore des choses qui ont été allégées sur le S7 d'ailleurs, qui n'ont pas été faites, donc c'est encore plus récent. Ce qui fait que déjà ça fait quelque chose de bien. Alors pourtant Samsung reste, au niveau de la surcouche, ça reste toujours assez lourd. Mais ça tend à s'améliorer. Je trouve que la RAM, c'est pas encore ça, mais ça s'améliore. Après, au niveau de la fluidité, on est sur quelque chose qui est correct, mais pour moi, je pense que ça a été orienté vraiment économie d'énergie à fond pour avoir comment économie, enfin comment dire, une telle autonomie. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas à 60 FPS, mais presque. Et ça peut se ressentir par moments, surtout pour les plus exigeants. C'est loin d'être le smartphone, enfin, c'est pas loin d'être le smartphone le plus fluide, mais c'est pas aussi fluide que d'autres qui peuvent être parfois exemplaires, comme par exemple si de tête comme ça, par exemple, il y a Meizu, il y a tout ce qui est Xiaomi où c'est vraiment extrêmement fluide, c'est vraiment fait pour HTC. Ça reste en dessous de tout ça, ça reste extrêmement correct et ça suffira à peu près n'importe qui. Mais pour les plus exigeants, ça se verra. On s'y habitue très rapidement, mais ça se verra. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que surtout la finition est assez vraiment impressionnante pour le prix, sachant qu'en plus le prix a baissé. Donc, ce qui fait que ça en fait un téléphone qui joue la carte de l'autonomie, du design, de l'écran et de la photo. C'est vraiment ça, parce que la photo est vraiment très correcte pour le prix. L'écran est vraiment bon, à condition qu'on aime l'AMOLED, qu'on aime soit les couleurs un peu ternes quand c'est vraiment proche de la réalité, je trouve par rapport à d'autres écrans, soit des couleurs assez vives, mais qui dénaturent. Donc ça dépend ce que vous cherchez.
Et voilà, le design, la finition est vraiment très très bonne. Ce qui fait que pour moi, c'est quasiment, il a le design, il a la finition d'un haut de gamme, clairement. C'est-à-dire, vous mettez derrière, je sais pas, n'importe quel processeur, un Snapdragon 820 derrière, franchement, il se vend comme des petits pains quand même. Parce qu'il est super bien fini. Il a une qualité de fabrication qui est excellente, à part un truc, c'est cette touche ici, qui fait défaut. D'ailleurs, il faudrait qu'il change en fait ce système parce que aujourd'hui, face à ses concurrents, elle est dépassée, elle n'est plus d'actualité. Et voilà, en plus de ça, ça fait un peu cheap, ça casse un peu tout le côté super bien foutu, puisque ça vient un petit peu, voilà, le fait que ça bouge un petit peu, etc. Ça le fait moyen. Mais néanmoins, voilà, l'ensemble du téléphone est super bien réussi. L'autonomie, c'est quand même un monstre. C'est réellement un monstre, surtout pour la batterie qu'il embarque. Après, il reste à voir au niveau du suivi ce que ça va donner. Je pense que ça va être suivi quand même parce que c'est la gamme A qui est quand même la deuxième plus importante avec la gamme S. Donc, ce qui fait que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bon. Ce qu'on pourra noter vraiment défaut, c'est le lecteur d'empreintes qui, pour moi, n'est pas à la hauteur des concurrents directs, alors que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est-à-dire que ici, Meizu, Apple et ceux qui sont au dos, donc Huawei, Xiaomi et je sais plus qui, ils font carrément mieux, mais vraiment, vraiment largement mieux. C'est quelque chose qui est plus précis, plus agréable à utiliser, vraiment mieux, plus sympa. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Je trouve que c'est quelque chose qu'ils doivent mettre à jour pour avoir c'est presque un sans faute, quoi. Et ce qui fait que il est sorti à 400 €. Aujourd'hui, il peut se trouver à moins que ça. Il se trouve environ aux alentours de 350 €, voire peut-être un petit peu moins. Ce qui en fait une excellente affaire. Alors, pour ceux qui veulent quelque chose qui soit puissant, pour les gros graphismes, etc., passez votre tour, c'est pas pour vous. Ça va surtout intéresser ceux qui sont pour l'autonomie, le design, la photo. C'est surtout ces trois gros points qui font que l'appareil se démarque. Même face à l'import, pour moi, il se défend. Alors, face à un Mi 5, c'est quand même difficilement défendable. Mais néanmoins, si vous cherchez voilà, un appareil qui soit pas vraiment orienté jeu, si vous voulez les petits jeux, il y a certains gros, ceux qui sont un petit peu vieux, voilà, vous voulez jouer à quelques petits jeux pour passer le temps, mais surtout, ce que vous voulez, c'est que ça tienne largement la journée, voire bien plus pour certains, selon l'utilisation, avec un bon écran de type AMOLED, un bon appareil photo qui se démerde bien dans toutes les situations, une jack correcte si on utilise l'adaptative sound. Voilà, il a vraiment beaucoup de choses. Il n'a pas vraiment de gros défauts, c'est surtout voilà, c'est ce bouton-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en termes de défauts? Après, c'est l'AMOLED qui peut faire défaut. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Le haut-parleur ici qui est extrêmement basique pour son prix, c'est peut-être un peu léger. Mais sinon, voilà, pour 350 € pour du Samsung, c'est une réelle affaire. Après, à vous de voir, selon le design, selon ce que vous aimez, mais je trouve que, voilà, c'est vraiment pour moi un haut de gamme avec juste une puce milieu de gamme. Mais sinon, il a quasiment tout d'un haut de gamme. Et ça, c'est génial. Je trouve que là, Samsung a fait vraiment des gros efforts. Donc déjà, ils avaient fait déjà sur ceux de 2015. Mais là, le côté vert, vraiment, qui permet d'avoir quelque chose qui est proche de ce que fait avec les S7, etc. Mais en plus classique, plus carré. C'est super efficace. Il est sobre, il est efficace. Il est joli, il tient bien dans la main. Il n'est pas trop gros. Enfin, ils ont vraiment bien pensé ce téléphone milieu de gamme. Et on sent que voilà, Samsung l'avait dit, ils vont investir plus dans le milieu de gamme. Et c'est le cas. Il faut savoir qu'il va y avoir une version S650 avec bord incurvé qui va sortir bientôt. Enfin, en tout cas, il y a des news qui sortent par rapport à ça. Donc, si vous voulez la partie incurvée, il faut attendre un petit peu. Mais en tout cas, si vous voulez quelque chose d'assez classique, mais du Samsung, donc on va dire quelque chose de reconnu, avec tous ces avantages, c'est un excellent choix. Donc, sur ce, à bientôt pour de prochains tests et pour le A3 qui est un peu différent. Le A3, lui, vous verrez, il est moins cher, mais il a aussi des avantages, malgré le fait qu'il manque peut-être un peu de puissance face à la concurrence. Il a quand même des choses, des arguments à valoir.